Bonjour, c'est encore nous. Dans un commentaire, il y a quelqu'un qui nous a demandé de parler du conflit israélo-palestinien. Sans doute dans l'optique de nous faire développer sur la justification de, selon nous, comment on peut créer un monde meilleur alors qu'il y a des conflits ouverts dans le monde, des conflits de religion, des guerres de territoire, des guerres de colonisation, des guerres de pouvoir. Comme vous pouvez vous imaginer, c'est pas une question à laquelle il existe une réponse magique en mode il suffit de faire ça, il suffit de faire ça. Et si on demande à 80 personnes leur opinion, il y aura 80 opinions différentes. Donc notre opinion va pas être plus utile que ça. Elle Et- vaut pas plus que celle du voisin, du boulanger ou de n'importe qui, en mais fait. alors, est-ce qu'il y a un avis qui vaut plus que les autres? Donc, comment on essaye de se former une opinion qui n'est pas basée juste sur un ressenti intérieur, mais sur des faits beaucoup plus réels, sur une compréhension des systèmes, des nations, des alliances, etc. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on peut étudier avec le modèle des 4 cadrans de Ken Wilber. Donc, Ken Wilber, c'est je ne sais pas si on peut dire philosophe, enfin, c'est un personnage qui s'est orienté sur la compréhension ouais, La vérité, je dirais, de la conscience et de la façon de trouver un système holistique qui explique, l'ensemble des choses. voilà, qui essaie de rassembler les choses. Donc, parmi ces différents outils, il a proposé un outil qui s'appelle les 4 cadrans, qui permettent d'analyser les choses sous 2 axes. Donc, il va y avoir l'axe horizontal qui permet d'analyser la partie intérieure subjective, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, par exemple, je ressens à propos de ceci ou de cela. Et de l'autre côté de l'axe, il y a la partie objective, c'est-à-dire quelles sont les données mesurables, quels sont les faits indiscutables. Par exemple, là, il y a 6 Stabilo. stabilos. Extérieurement, on peut pas discuter ça. Par contre, intérieurement, je peux dire que les couleurs sont jolies, elles sont vibrantes, elles font penser à un arc-en-ciel, ça m'évoque de la joie, du bien-être, ce genre de choses. Mais ça, c'est subjectif. Dans la partie objective, on peut justement décrire les couleurs les unes après les autres, de voir qu'il y a un stabilo dans chaque sens avec le bouchon vers le haut ou vers le bas selon son ordre. Ça, c'est parce que c'est plus Pourquoi pratique pour les ranger. Voilà, pourquoi on peut émettre plein d'hypothèses, on peut faire plein de conjectures, mais en fait, si on n'est pas dans la tête du concepteur, de celui qui a fait les choses, et d'ailleurs celui qui a fait les choses des fois ne sait pas pourquoi, eh ben, on ne peut pas tirer des conclusions. Donc il faut faire la distinction entre qu'est-ce qui est un fait établi et qu'est-ce qui est une hypothèse, un Subjective. ressenti, une croyance, etc. Donc ça, c'est l'axe horizontal qui fait cette distinction. Et on a d'un autre côté l'axe vertical qui permet de... Qui concerne soit l'individu, lui tout seul et avec soit son subjectif, soit son objectivité, soit le collectif qui est la même chose, qui concerne les mêmes choses, mais à l'échelle plus globale d'un système de société, quoi. Voilà. Donc typiquement, sur le côté de l'individu, bah, ça va être mon opinion à moi, ça va être mes mesures à moi, ça peut être ou les mesures d'une unité, d'une entité unitaire. Et sur la partie collective, ça va être comment sont conçus les stylos 4 couleurs en général, pas forcément celui-là, mais tous les autres. Comment est conçu celui-là? J'ai beaucoup de stylos 4 couleurs. Et, et du coup, pourquoi ils sont produits? Par quel type d'entreprise? Est-ce qu'il y a une entreprise ou plusieurs? Comment ont évolué les prix dans les années? Ça, c'est, on va dire, la partie un peu plus systémique. Et donc, là, on a les 2 axes d'analyse. On va pouvoir ensuite les fusionner pour obtenir les 4 cadrans, les fameux. Donc là, on a les 4 cadrans qu'on a distingués avec des couleurs justement pour ce qui est subjectif à gauche, objectif à droite, et d'un autre côté, individuel en haut et collectif en bas. Et l'analyse de ces 4 cadrans vont permettre de se forger une opinion en prenant du recul, parce que quelque part, quand on est pris dans nos opinions, dans nos croyances, on est coincé dans le subjectif individuel. Dans l'angle supérieur gauche, on est vraiment dans l'opinion individuelle. Bon. Et là, du coup, un peu comme je disais tout à l'heure, on peut essayer d'analyser avec des mesures objectives. Donc, par exemple, qu'est-ce que ce stylo? De quoi il est composé? C'est quoi objectivement ses caractéristiques?
Donc c'est un stylo 4 couleurs. Effectivement, on voit qu'il a 4 couleurs. Quand on l'ouvre, on voit qu'il y a 4 cartouches, elles sont toutes pleines. On voit la marque, on voit la couleur, on voit que la forme, etc. Donc on peut caractériser l'objet de façon scientifique, de façon exacte. Et donc ça va représenter la partie objective et individuelle de ce stylo. Après, on peut dire, bah ok, l'analyse, en gros, c'est quoi le subjectif du stylo? Bon, le stylo, il a peut-être pas beaucoup de subjectif, mais c'est quoi mon subjectif à moi par rapport au stylo? Pourquoi un stylo 4 couleurs, etc. Ça me fait ressentir quoi? Bah, moi, je trouve que c'est hyper pratique parce que j'ai 4 couleurs en un seul truc, ça m'évite d'avoir plein de stylos sur mon bureau, et etc. Même si j'aime pas forcément le bruit que ça fait quand on change, etc. Il y a moyen de le réduire en faisant un peu attention. Ça, c'est, on va dire, c'est du système de valeurs, de croyances, de machin. C'est à moi, ça m'appartient. Après, il y a le système subjectif, collectif. Donc là, c'est qu'est-ce que la société, qu'est-ce que notre groupe de population peut penser à propos de ça. C'est un peu l'ambiance, c'est un peu est-ce que c'est bien ou pas bien, l'éthique, la morale, etc. Donc là, il va y avoir une espèce de jugement collectif. À propos de cet objet et de des fois de la façon dont il est fabriqué ou de son utilité réelle. De comment il s'intègre dans la culture locale et comment ça rappelle l'école et la façon dont machin. Donc ça, quelque part, c'est vraiment le subjectif, les ressentis, les ambiances, la culture, le moral, tout ça, tout ce qui est un peu des valeurs communes. Mais d'un autre côté, on peut aussi percevoir rapidement que il y a plusieurs collectifs, il y a plusieurs groupes de population. Et typiquement, la partie collective en France, dans les années 90 déjà, et dans les années 2000, 2010, 2020, ça va être déjà différent. Et si on quitte la France, d'ailleurs, dans différents lieux de la France, ça va être différent. Si on sort de la France et qu'on va regarder la culture du Bangladesh à propos de ce stylo, ça va être différent. Donc, il faut vraiment déjà commencer à prendre du recul pour voir que notre collectif, notre groupe social, etc., n'est qu'une fraction du collectif global. Et enfin, il y a le 4e cadran. Qui est donc tout ce qu'on disait à propos de la façon dont c'est fabriqué, du parcours que peut faire le stylo en lui-même entre sa conception et le moment où il arrive entre les mains du client en fait, qui l'a acheté. Il y a la conception, comme je disais, il y a la création en elle-même, il y a l'étude des matériaux, En fait, c'est pas juste quelque technique, part son existence et comment elle se traduit, mais c'est sa comment fabrication. ça a été créé, comment ça va être recyclé, c'est quoi le cycle de vie des différents matériaux qui ont permis à la fabrication, au traitement, à l'usage. Parce qu'un stylo comme ça, c'est bien, mais sans papier, ça sert un peu à rien. Donc quelque part, on ne peut pas écrire avec ça forcément très facilement sur du bois. Et donc, du coup, on peut voir l'historique du stylo à billes et son évolution, etc. Et donc, du coup, dans l'objectif collectif, ça va être vraiment toute la vision systémique et intersystémique qui vont permettre de prendre en compte ce stylo. Par exemple, au Moyen-Âge, on n'était pas capable de fabriquer ce genre de stylo. Ils n'avaient pas le principe de la bille pour écouler l'encre. En fait. Par exemple, ils n'avaient pas les matériaux qu'il fallait pour faire, par exemple, des tubes aussi fins pour les encres. Ils n'avaient peut-être même pas les colorants pour faire l'encre elle-même. Ils n'utilisaient pas de plastique aussi. Il n'y avait pas de plastique, c'était pas possible. L'encre, là, qui avec la partie métallisée et compagnie, je sais même pas par quel matériau c'est fait. C'était complètement impossible à certaines époques. Et peut-être que dans 200 ans, s'il y a un effondrement mondial qui ruine, ou des guerres mondiales qui font qu'il n'y a plus de mondialisation, qu'on ne peut plus faire du commerce avec la Chine, avec les pays d'Asie, d'Amérique, etc., peut-être qu'avec nos usines locales, etc., on ne sera plus capable de fabriquer ce genre d'objet parce que le système de système n'est plus valide. Le système de système qui est disponible aujourd'hui ne sera peut-être plus disponible demain. Il y aura autre chose pour le remplacer, sans doute, mais et donc, voilà. Donc, quelque part, les 4 cadrans de Ken Wilber permettent d'aborder finalement de façon systémique l'analyse d'un objet, d'une situation, et pour les questions complexes, comme par exemple le conflit israélo-palestinien, mais aussi la guerre en Ukraine, aussi l'impérialisme américain et le plan Marshall à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Il y a plein de façons d'analyser, en fait,
Mais ce qui est important, c'est de prendre suffisamment de recul pour ne pas être bloqué dans ses propres sentiments, dans ses propres ressentis. Et si on s'intéresse qu'à un seul cadran, on passe à côté des 3 autres. Et du coup, on n'a qu'une vision très fragmentée de la réalité de la situation. Et du coup, quand on prend en compte les 4, on obtient un 5e point de vue, parce qu'on s'extrait et on prend du recul, et on a une approche beaucoup plus intégrale de la situation. Je ne veut pas dire non plus complètement Absolu. absolue. Voilà, je cherche Parce le mot. que typiquement, comme on a pu le voir, il y a eu quelque part une infinité de collectifs. De la même façon qu'il y a, bon, pas une infinité, mais il y a 8 milliards d'individus. 2 individus, ça fait déjà un collectif. Un foyer, c'est un collectif. Un groupe d'amis, c'est un collectif. Un village, une ville, un Voilà. pays, Une ethnie, c'est un collectif. On peut former des millions et des millions ou des milliards de collectifs parce que à une échelle ou à une autre, quelque part, un collectif, c'est 2 ou plus personnes. Et c'est là qu'on voit que même en utilisant l'approche intégrale de Ken Wilber, on n'aura pas une vision absolue. Parce qu'on ne peut pas aborder le collectif de tout le monde, ni l'individuel de tout le monde. Mais on peut s'en approcher déjà en prenant du recul. Là où ceux qui sont enfermés dans un cadran particulier avec des avis tranchés au couteau, qui refusent les arguments objectifs, les mesures extérieures, la réalité quelque part, quand on fait un déni de réalité, eh ben, on ne peut pas être dans la vérité. En tout cas, pour l'analyse de n'importe quelle situation complexe, et aujourd'hui on vit dans la complexité parce que n'importe quel instrument, n'importe quel outil finalement est relativement complexe. Là, j'ai par exemple dans le blanc un connecteur IP68 pour connecter des câbles électriques de façon relativement étanche pour pouvoir faire de l'électricité un peu dehors. Ben, c'est pareil, si on fait l'analyse systémique des matériaux et de la provenance de cet objet, il y a plein de choses à en dire. Et ça, c'est pareil pour tout ce qu'on croise dans la société. Du coup, c'est extrêmement compliqué et c'est ça qui est passionnant aussi. Si on reprend la question originale, du coup, qui était, en gros, parlez-nous du conflit israélo-palestinien, on ne peut pas forcément donner uniquement notre point de vue parce qu'il est manquant. Nous ne sommes pas, nous, des experts en géopolitique, ni en histoire, ni on ne suit pas les informations, et quelles informations d'ailleurs quand elles sont utilisées par la propagande. Et du coup, ça rentre dans l'analyse systémique de la situation. C'est qui en parle, de quelle façon et avec quel objectif. Et qui cause la guerre? C'est le gouvernement de Netanyahou, pas tous les Israéliens, pas tous les Juifs. Donc c'est bien le gouvernement d'Israël, le gouvernement de Netanyahou, qui est un gouvernement d'extrême droite, qui est soutenu par des personnes d'extrême droite hyper religieuses, qui prônent du coup aussi l'extermination de 6 milliards de personnes pour pouvoir instaurer leur supériorité. C'est dans les vidéos si vous voulez aller voir. Donc, quand ces personnes-là s'expriment et parlent de la situation et on voit des communiqués de presse, comment ces informations-là sont reprises dans nos médias à nous? Et dans quels médias? Donc les médias aujourd'hui sont sous la propriété de 3 ou 4 milliardaires, qui sont d'ailleurs beaucoup d'extrême droite. Et du coup, ces médias-là reprennent ce qui les arrange, avec l'avis et avec le biais scénaristique, journalistique, qui les arrange. Ils sont dans le subjectif complet, en fait. Donc les informations qu'on voit à travers les news, à travers la télé et à travers les médias classiques sont très subjectifs. Par contre, quand on voit les informations à travers des vidéos YouTube, à travers les charniers, à travers les famines organisées, à travers les assassinats, à travers les ingérences étrangères, À travers les empêchements d'aide humanitaire. avec le fait qu'il y a plus de journalistes qui ont été tués dans la bande de Gaza en même pas 2 ans, que dans toutes les guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, la guerre de machin, la guerre 1, tout ça réuni. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai objectif d'assassinat des journalistes pour ne pas parler et médiatiser cette guerre, pour pouvoir contrôler le narratif, c'est-à-dire l'histoire qu'on raconte pour faire passer la pilule. Et quelque part, le gouvernement de Netanyahou a tout à fait maîtrisé la situation justement en assassinant tous ceux qui pouvaient parler autrement.
D'ailleurs, en plein milieu de ça, ils attaquent la Libye, ils étalent des colonies La en Cisjordanie aussi. Cisjordanie et ils attaquent l'Iran. Donc, on a du mal à pouvoir les... Mais là, ça devient dans leur subjectif individuel parce que finalement, toutes ces informations nous font résonner en nous des choses, des émotions, des valeurs, etc. Et aujourd'hui, on est dans un monde où la colonisation n'est pas la bienvenue. C'était il y a 200 ans, c'est une valeur rétrograde qui maltraite certaines parties de la population. Les Occidentaux ont colonisé beaucoup d'autres pays, en particulier l'Afrique, une partie de l'Asie, etc. Et ils Et veulent les pas États-Unis. lâcher. Officiellement, ils ont lâché le morceau, mais officieusement, ils continuent les mêmes choses. Il y a plein de cycles qui se répètent. Donc effectivement, évidemment, ça fait résonner en nous plein de valeurs. Donc là, c'est en ça où on peut voir justement en nous notre avis à travers ces réactions. Il y a de l'indignation, il y a de la colère, et il y a de la colère face à l'instrumentalisation qui est faite entre l'antisémitisme, c'est-à-dire le fait d'être contre les juifs étant une religion, mais pas que, parce qu'il y a des personnes qui sont juives, mais qui sont pas religieuses. Ils sont quand même qualifiés de juifs. Alors, c'est quoi, du coup, être juif? Bon, il y a une espèce d'ascendance par la mère, etc. Bon, moi, je suis pas expert là-dedans, c'est pas mon problème, quelque part. Mais j'ai rien contre les juifs. J'ai rien contre les Israéliens non plus. Par contre, j'ai quelque chose contre La mentalité qui fait qu'on s'autorise de tuer tout un peuple voilà. Donc, pour ses propres intérêts, en fait. contre le gouvernement de Netanyahou qui décide de faire un génocide pour une politique d'expansion et de purge ethnique, oui, on peut dire qu'on est contre. Pour un gouvernement qui décide d'annexer un pays voisin, d'en tuer les citoyens pour installer ses propres colons, oui, ça pose problème. Mais, enfin, mais si ça ne pose pas problème à quelqu'un, qu'il explique pourquoi, moi ça m'intéresse parce que je ne comprends pas ce point de vue. Mais à la limite, ce n'est que mon point de vue limité. Si vous êtes capable de m'expliquer en quoi la colonisation est une bonne chose pour l'humanité, expliquez-moi. Et utilisez les 4 cadrans de Ken Wilber pour me l'expliquer avec des valeurs sensées et pas juste et des parties objectives. Voilà. Donc après, sur cette partie-là, donc justement le subjectif collectif, ben, on peut voir déjà plusieurs collectifs. On peut voir que déjà chez les Gazaouis, ceux qui se font massacrer, bon, je pense que leur avis est assez tranché. La culture qui se fait ratiboiser, les famines, le génocide organisé, la colonisation de force, l'humiliation collective depuis 50 ans, on peut dire que leur avis est quand même assez tranché. Les Israéliens, les Israéliens qui ne soutiennent pas le gouvernement sont en train de manifester pour arrêter cette guerre, ce génocide, parce qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord. La communauté internationale. Alors, la communauté internationale, c'est quoi? Il y a plusieurs alliances internationales. Le tribunal administratif international a déclaré les actions du gouvernement de Netanyahou comme un génocide et a émis un mandat d'arrêt international. Donc, est-ce qu'on estime que ce tribunal administratif est dans le juste ou est-ce qu'on estime qu'il est dans l'abus? Si on estime qu'il est dans le juste, alors tous les pays du monde devraient appliquer le mandat d'arrêt international. Et ceux qui ne le respectent pas, du coup, se portent caution de cette guerre. Et il se trouve qu'il y a des industriels français, allemands, je crois qu'ils ont arrêté il n'y a pas longtemps. Enfin, bon, voilà. Les États-Unis, absolument. Je ne suis pas complètement non plus la situation. Voilà. Mais du coup, il y a des industriels qui continuent à vendre des armes à Israël, et donc ces industriels se font caution d'un gouvernement génocidaire. Et du coup, ben voilà, ça, comment on se sent par rapport à ça? Comment on se sent face à des entreprises qui fournissent activement des armes ou de l'argent au gouvernement qui perpétue ces atrocités? Donc là, déjà, on peut commencer à voir un certain nombre de choses qui sont plus de l'ordre des alliances internationales, des alliances économiques, et finalement des cautions des atrocités sous l'égide de l'argent et du capitalisme.
Et là, on tombe dans l'objectif collectif, du coup, avec des faits, parce que les alliances, elles sont établies. Les flux monétaires, etc. sont là. Et puis, du coup, ça crée des actions individuelles ou collectives quand, par exemple, les dockers de Marseille bloquent certains bateaux qui étaient programmés pour livrer des armes. Et du coup, en empêchant les armes d'arriver sur le bateau ou d'empêcher le bateau de partir, ils empêchent la livraison d'armes. Et donc, du coup, ça mène à des actions concrètes qui ont plus ou moins d'impact, mais qui révèlent vraiment la vie de certaines populations. Je pense qu'on... C'est un exemple. À chaud, c'est ce qu'on trouve à dire, sachant qu'il y aurait certainement plein d'autres choses à dire dessus. Nous, on n'est pas des experts. On essaye de ne pas s'enflammer en étant piégé dans l'émotionnel et dans des avis tranchés. On essaye de ne pas faire preuve de trop de dualité, c'est-à-dire de ne pas se polariser dans une vue plutôt qu'une autre, et d'essayer de prendre du recul pour voir la situation globale. À qui profite le crime? Ça, c'est la question que tous les policiers disent dans les séries policières, etc. Et bien justement, posons cette question. À qui profite le génocide? Avec quelle justification est-ce que la communauté internationale cautionne ça? Parce que certaines personnes disent oui, mais les Juifs ont été massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale par millions. Et pour, en gros, s'excuser, je ne sais pas, pour les réconforter, on leur a donné l'État d'Israël qui était finalement l'État de Palestine avant. Et tout d'un coup, c'est la merde internationale pendant 70 ans parce que ils ont fait la guerre à tout le monde. Mais c'est quoi la justification? Finalement, c'est parce qu'ils ont beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, oui. Alors, parlons maintenant des Amérindiens qui ont été massacrés par les États-Unis, par les colons européens, c'est ça, qui entre-temps sont devenus les États-Unis d'Amérique. Et ben dans ce cas-là, de la même façon qu'on a donné un État aux Juifs, donnons un État aux Amérindiens. C'était leur d'abord. Voilà. Pourquoi pas? Et pareil pour tous les pays qui ont été colonisés par les Européens depuis 200 ou 300 ans. Donnons l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. La Guyane, la Guadeloupe. Ouais, redonnons l'indépendance à tous les peuples qui ont été maltraités pendant des dizaines, des centaines d'années, et à qui, du coup, en fait, on devrait les laisser reprendre possession de leurs terres. Au minimum, leur offrir les mêmes privilèges que dont nous on bénéficie en France métropolitaine. C'est pas le cas. C'est pas leur situation est même pas juste. Et quelque part, en sortant tout petit peu des 4 cadrans, parce que du coup, là, les 4 cadrans de Ken Wilber, c'est un outil d'analyse. Maintenant, nous, on est des écrivains, et donc, du coup, on peut réfléchir aussi en dehors des 4 cadrans de Ken Wilber. Prenons maintenant un autre outil qui est la fiction. Imaginons que Elon Musk et tous ses comparses, ses riches comparses milliardaires, décident de partir sur Mars. Et ils se développent sur Mars et ils font leur vie sur Mars. Nous, entre-temps, on reprend possession de la Terre. On reprend possession de la Terre, on arrive à faire un avenir solarpunk magnifique où les gens sont respectueux, blablabla. On a résolu la faim dans le monde, l'inégalité sociale, etc. On établit une utopie. Les Martiens, là-bas... Oublions pas, on est dans un monde fictionnel, on peut se permettre. Voilà, on est dans de la fiction, voilà. Maintenant, on a les Martiens qui... donc les Martiens qui sont des terriens qui sont partis sur Mars pour la coloniser, et qui, au bout de 2000 ans, se disent « Merde, en fait, Mars, ça fait chier, on va rentrer sur Terre, tiens. » J'ai cru que tu allais dire les Marsouins. On va rentrer sur Terre parce que Mars, il fait trop froid. Et là, 2000 ans après, les mecs, ils se pointent, et ils se posent aux États-Unis, même si, bon, en vrai... Peu importe où, en fait, ce sera plus la même Terre. Ouais, c'est ça. 2000 ans après, la Terre, elle a changé de géopolitique, elle a changé complètement, tout a changé. Et là, 2000 ans après, les Martiens se reposent sur Terre, ils disent, là, c'était chez moi, maintenant, vous dégagez, je vous chasse, déjà, je vous exclus, je fais de la ségrégation, je fais de la purge ethnique, C'était chez moi avant, j'y reviens. Voilà. Donc maintenant, réfléchissons comme ça avec de la fiction. Et comment ça résonne en vous? Moi, j'ai une réponse à moi, mais mon avis ne vaut pas plus que l'avis de quelqu'un d'autre.
Lâchez-vous dans les commentaires, dites-nous tout. Donc voilà, à partir de là, même sans déclenchement de colère, de haine, etc., en gardant un ton plat, comme on essaye de maintenir, on peut aborder finalement ces choses de façon réfléchie, avec du recul. Et oui, il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Non, ça sert à rien de déclencher des flame wars et des trolls et des trucs comme ça. Maintenant, si vous avez des arguments sourcés avec des sources vérifiées qui ne sont pas émises par des médias d'extrême droite, allez-y. Vérifiez vos sources, d'où elles viennent aussi, c'est toujours important. Et voilà, si vous avez un avis, n'hésitez pas à les confronter par rapport à vos valeurs. C'est toujours utile de confronter et de vérifier si l'avis qu'on émet à un instant T correspond bien à une valeur telle qu'on estime. Typiquement, en France, on est censé avoir la devise française liberté, égalité, fraternité. Donc l'égalité, on voit entre l'égalité des ultra-riches et de l'extrême droite face au peuple, l'égalité des politiciens qui peuvent détourner des millions d'euros, qui ont des années avec sursis et des trucs comme ça, alors que toujours plus aux quelqu'un qui meurt de faim, qui vole un yacht dans un supermarché, lui, il se prend 6 mois ferme. L'égalité, donc. Fraternité, du coup... la solidarité est devenue l'individualité, l'individualisme. Toute source de différence est une source de séparation, de conflit, etc. Donc la fraternité avec seulement les personnes de même secteur socio-économique, c'est quand même très limité comme fraternité. Et liberté, on voit avec les lois liberticides que justement la liberté, ça arrange pas trop le gouvernement qu'on en ait trop. On voit la liberté de la presse qui commence à être remise en cause parce qu'il faut pas aller à l'encontre du patron qui lui est un ultra riche parce qu'il a tout racheté et même des journaux de gauche sont devenus de droite parce que leur patron qui les a rachetés est de droite. Enfin, il y a plein de problèmes comme ça où la liberté, elle est reniée partout par les lanceurs d'alerte qui se retrouvent poursuivis en justice parce qu'ils n'avaient pas à divulguer des informations confidentielles, d'où en fait la santé d'une entreprise prévaut sur la santé des citoyens. Bon, tout ça. Bref, donc voilà, là les 4 cadrans, on peut en voir un certain exemple, un usage qui permet l'analyse d'une séquence géopolitique. Mais quelque part, ces 4 cadrans, c'est un outil qui peut servir dans plein d'autres contextes. Donc, par exemple, pour la création d'un monde fictif, donc pour du world building, pour écrire un roman, par exemple. Mais même pour écrire les événements de vos romans, pour plein de choses, parce que plus vous allez dans le détail et le multi-point de vue, le multi-angle de vision, plus vous allez être riche dans votre écriture. Plus ça va se rapprocher de la réalité, de comment les choses fonctionnent réellement, et plus du coup le roman et l'histoire vont être poignants. Si vous montrez par exemple une révolution mais sous différents points de vue, à la fois le point de vue de votre personnage narrateur, mais aussi sur le point de vue d'une population avec finalement une ambiance qui est en train de monter, avec une colère grandissante, etc., ça va se traduire dans une meilleure écriture. Un autre secteur sur lequel on peut tester les 4 cadrans, c'est aussi du coup les coachings et les accompagnements. Nous, on fait des coachings pour auteurs et ça permet de voir quand un auteur a un certain problème, que ce soit dans son monde, dans son univers, dans son intrigue, dans les personnages ou dans son vécu personnel. Les 4 cadrans permettent déjà de voir sur quel secteur se concentre la personne qu'on aide et ensuite de lui offrir des questions sur les autres cadrans qu'il n'a pas encore pris en considération. Pour ouvrir son point de vue et lui permettre de saisir beaucoup plus d'éléments de sa situation, en fait. Et à partir de là, de se saisir par lui-même ou par elle-même, que la personne se saisisse par elle-même de plus de choses pour pouvoir aller plus loin que là où elle est bloquée, en fait. Voilà. Et comme ça, en tant que coach, en fait, on peut débloquer énormément de situations grâce à ça. Dans le développement personnel, ou même si entre-temps le terme a été largement piétiné par le côté mainstream, à dire le développement humaniste, et dans ce développement humaniste, quelque part, on peut faire notre propre introspection grâce à ces 4 cadrans,
ne serait-ce que pour identifier finalement ce qui nous appartient à nous ou les points de vue extérieurs qui nous ont été imposés ou les contextes socio-familiaux qui, voilà, qui ont imposé des situations, des blessures, etc. Et donc, du coup, dans le développement personnel, on peut faire énormément d'introspection à travers les 4 cadrans. Et aussi dans la société, en tant qu'élément d'éducation, pour aborder finalement des enjeux citoyens, sans oublier les lois, donc les lois qui sont une partie un peu objective, collective, ni les cultures qui sont le secteur inférieur gauche, donc dans la partie collectif intérieur. Et le vécu humain qui, lui, est toute la partie individu, en fait, que ce soit collectif ou subjectif. L'individu, que ce soit subjectif ou objectif. Sachant qu'il y a les mesures physiques qui permettent d'apporter une réalité scientifique, et ces réalités ne devraient pas être niées. Et il y a aussi le fait que ce soit l'individu tout seul, soit l'individu en groupe. Les deux ont autant d'importance, quelque part. Même si, logiquement, la masse finit par l'emporter sur l'individu, mais en aucun cas ne devrait l'écraser. Ce qui est malheureusement le cas actuellement. Donc là, on peut voir que les 4 cadrans de Ken Wilber sont un outil extrêmement puissant qui peut se décliner dans de nombreux domaines. On vous a montré 4 domaines qui nous parlent beaucoup, mais c'est probable que ça puisse s'adapter à un autre domaine qui vous parle. Pareil, si vous avez besoin de conseils pour essayer d'appliquer nos outils à votre situation, n'hésitez pas à venir en coaching, on vous accompagnera avec plaisir. Voilà, tout ça pour vous dire que les 4 cadrans de Ken Wilber, du coup, sont un outil qui est déjà très intéressant pour prendre du recul. C'est pas le seul outil. Comme on a montré en exemple, on peut aussi passer par la fiction. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on adore faire, nous, en tant qu'écrivains de fiction et en particulier de science-fiction. Et il y a d'autres outils encore qu'on va vous présenter plus tard sur la chaîne qui permettent de prendre du recul et d'aborder les choses avec une vision plus intégrale. Sur ce, donnez-nous vos avis en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous si ça vous intéresse, si ce genre d'analyse vous parle, intéresse. Ouais. Si vous en voulez d'autres. Et n'hésitez pas à rejoindre notre communauté où on pourrait faire ce genre d'analyse à chaud sur des sujets choisis par la communauté. Allez, à très vite.